Plaisir de vous présenter votre émission Le 10 jours qui se déroule aujourd'hui comme première activité dont on a comme invité Mbaye Ngom, étudiant en sciences et gestion économique, et Jonas Seckensen, étudiant en philosophie. Donc ils vont vous présenter le thème l'exode rural. Bon, comme vous le constatez, le JGM TV est une nouvelle chaîne en ligne qu'on a mis en place qui va vous servir, qui servira de préoccupation de la commune, en particulier au Sénégal en général. Et donc en milieu urbain, c'est faire des revenus et donc soutenir leur famille. Merci beaucoup, M. Ngom. Toujours, nous vous rappelons que nous sommes toujours en live sur cette toute nouvelle chaîne de JGM TV. Notre thème, c'est l'exode rural. Quels sont les facteurs qui motivent cet exode-là? Donc, on en discute déjà depuis bientôt de 10 minutes avec le philosophe Seckensen et l'économiste Ngom. Sans doute, M. Ngom, comme vous venez de dire, quand on parle d'exode rural, c'est surtout le facteur économique. Le facteur économique, mais surtout cette nécessité à la base, donc au niveau de ces zones-là, de pouvoir investir. Mais on note que, comme vous venez de le dire, cet investissement-là manque. Cet investissement-là manque, c'est ce qui très souvent motive le départ des jeunes de la campagne vers la ville. Monsieur le philosophe, sans doute qui dit également besoin en infrastructure parle forcément d'un potentiel humain. On ne peut pas nier le fait que Ndiaganiao est pourvu d'un potentiel humain considérable, mais ce qu'on note, c'est que ces infrastructures-là ne sont pas toujours présentes. D'où la nécessité justement de développer une politique de retour de ce qu'on appelle de ce potentiel humain-là au niveau du village pour pouvoir tout simplement mettre sur pied ce développement, cette économie qui puisse tout simplement booster tout à fait ce développement des jeunes. Vous ne pensez pas que, oui, il faudrait qu'on développe cette philosophie du retour de nos cadres, de notre potentiel humain, parce que très souvent, ce qu'ils font ici au niveau de Dakar, donc ça pouvait être un tremplin pour permettre à la jeunesse également de réussir. Oui, je pense que c'est aussi ça, hein, parce qu'on a remarqué un fait qui est là, qui est l'exode rural, ça existe. Et ça existe au niveau de tous les côtés par rapport aux tranches d'âge. Je pense que, et par rapport aux professions aussi. Donc si je prends ça du côté politique, il y a des choses qui doivent faire. Du côté social, il y a des choses qui doivent faire. Par exemple, aujourd'hui, je pense que la première chose qu'on va faire, ce sont ces politiques-là que vous venez de dire. Quelles sont les méthodes, quels sont les projets politiques et les ambitions politiques qu'on doit prendre pour pouvoir permettre à ceux qui font ça, qui vont vers les zones urbaines, revenir, investir au pays, dans la localité, à Ndiaganiao ou dans les autres zones, et en même temps aussi pouvoir maintenir ces jeunes là-bas. Donc je pense que c'est ce que les politiques doivent faire. Parce qu'on a, si vous prenez l'exemple de la commune de Ndiaganiao, ce qui était une communauté rurale, donc ce transit-là, on passe d'un statut de commune, rural à un statut de commune. Déjà, c'est une mutation administrative qui est là. Et lorsqu'on était dans la commune, on n'avait pas certaines infrastructures là-bas qui pouvaient maintenir les jeunes. Aujourd'hui, ce qu'on doit faire, la politique qu'on doit faire, le choix premier qu'on doit faire par rapport à cela, je pense que c'est la route de Ndiaganiao, qui nous permettrait de désenclaver la zone. Vous voyez, là aussi dans les autres zones, comme Sandiara, comme Tchadjaï, on va essayer de voir, il y a déjà la route nationale qui est là. Donc, quelles sont les activités qu'on doit mettre, qu'on doit essayer d'élaborer pour pouvoir maintenir les jeunes là-bas et pouvoir aussi booster l'économie de cette localité. Au-delà du côté social, je pense qu'il y a beaucoup de paramètres. Moi, je vais m'appesantir sur comment on va faire pour que les élèves ou les étudiants qui laissent leurs études pour aller dans d'autres contrées, pouvoir subvenir à leurs besoins. Ou bien ces femmes-là
ces jeunes filles-là qui ne sont pas étudiées, mais qui passent presque les 9 mois, voire les 12 mois à l'extérieur de la zone. Donc ça, c'est un facteur qu'on doit essayer d'analyser, essayer de faire des recherches là-dessus pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui motive carrément, qu'est-ce qui motive et surtout, quelles sont les démarches qu'on doit prendre. Et je pense que ça sera une démarche participative. Comment? Les politiques ne doivent pas se maintenir dans le bureau ou avec le staff, pouvoir donner des choix de développement. Non, il faut intégrer la population pour pouvoir leur demander quels sont vos besoins. Parce que c'est ce qui se fait dans le champ général au Sénégal. Un politique vient, il met un plan de développement alors qu'il ne consulte pas les sujets de ce développement-là. Par exemple, la population qui doit être au cœur de ce développement. Donc on doit intégrer les populations, leur demander qu'est-ce qui ne va pas. De mon libre arbitre autant pour moi, je dirais que le choix premier qu'on doit faire, c'est de faire de telle sorte que les jeunes qui partent puissent avoir au moins se reconnaître dans certaines activités, comme le maraîchage qu'on a remarqué. Bon, beaucoup de jeunes qui partent dans d'autres contrées font le maraîchage, ou bien ils sont dans la maçonnerie, ou bien ils sont dans la main-d'œuvre en général. Et ils n'apprennent pas là-bas. Ils ne sont pas dans une profession qui vous permettrait de booster leur activité. De plus, je pense qu'il faut aussi parler aux femmes, parce que ça doit participer, leur présence participe doublement, économique et sociale. Sociale surtout comment? Vous prenez une femme qui a des enfants, hein? Donc, qui va vers une autre localité et laisse sa famille là-bas. Donc les enfants n'auront pas une certaine éducation. Deuxièmement, c'est la grand-mère qui sera là, le père, mais l'éducation maternelle qu'on devrait avoir va manquer et cela va impacter dans l'éducation de nos enfants. Donc je pense que les politiques, le choix qu'on doit prendre, ça doit être politique, mais ça doit être aussi social par la sensibilisation, par aussi la communication, intégrer la population dans les prises de décision, dans les projets. Politiquement, que les politiciens ne mettent pas des projets pour leur permettre d'assurer leur réélection ou leur permettre d'avoir un électorat. Non, que ce soit des politiques qui sont là pour le développement et non pas pour des intérêts politiques. Moi, je pense que c'est ce qui nous permettrait d'aller en avant. Merci beaucoup, M. Sen. Donc, il nous faut des politiques comme il vient de le dire, M. l'économiste. Maintenant, des politiques qui soient durables, comme il l'a dit. Maintenant, surtout au niveau de nos zones, quel est le potentiel qui est là pour qu'on puisse mettre tout simplement ce potentiel-là en valeur. Surtout au niveau de Ndiaganiao, il vient de le dire. Ndiaganiao est une commune carrefour. Donc, la première chose, comme il vient de le dire, c'est tout simplement essayer de désenclaver la zone. Mais pour cela, il faut toute une politique qui puisse garantir comment dirais-je, cette construction-là. Donc maintenant, cette politique, oui, très souvent, on l'attend de l'État. On attend cette politique de l'État, cette politique qui va désenclaver Ndiaganiao. Et très souvent, ce que font nos politiques, c'est que ce qui les intéresse très souvent, c'est qu'ils viennent à la dernière minute, voyez-vous, pour tout simplement mettre de l'argent, pour tout simplement assurer, comme il vient de le dire, leur électorat. Mais qui très souvent de l'argent qui ne fait que en fait, favoriser ce qu'on appelle un développement négatif. Parce que c'est une politique qui ne va pas au-delà, qui n'assure pas une certaine pérennité du développement. Maintenant, selon vous, quelle est la nouvelle donne à mettre sur pied pour véritablement permettre à ces populations, parce qu'elles en ont besoin, pour tout simplement rester. Il faut qu'on développe une politique de stagnation qui permette à ces populations de produire sur place et de tirer profit de leur travail. Parce que venir au niveau de Dakar également, ce sont des dépasses à n'en plus finir. D'accord? Mais là où je voudrais en venir avec vous, c'est quoi? C'est quel est le travail? Par où est-ce qu'on doit insister pour tout simplement développer une politique qui soit à l'avantage de ces jeunes-là?
les jeunes, très souvent, nous ne sommes pas du tout physiocrates, on aime être dans notre 31 et tout simplement être au bureau. Nous n'avons pas cette culture à travailler la terre et pourtant, c'est ce qui nous a bâtis. Donc ne pensez-vous pas qu'il faut que les politiques soient beaucoup plus tournées vers ça? Parce que je considère que, monsieur le philosophe, s'il y a véritablement un élément qui pourrait garantir ce développement-là, je pense que c'est la terre. Quelles sont les politiques, pensez-vous, à encourager, à accompagner pour qu'on puisse véritablement assurer ce développement aux jeunes? Merci Samuel. Pour revenir donc sur la question, je vois que là où les politiques peuvent aider les villageois, c'est là où les villageois accentuent leur activité. Donc, ces deux activités-là, principalement, sont l'élevage et l'agriculture. Donc, comment aider les gens à booster leur productivité sur le plan de l'agriculture? Comment leur aider aussi à mieux gérer leurs animaux dans le cadre de la sécurité, mais aussi faire en quelque sorte ceux qui sont au village bénéficient de certaines formations, comme donc les agriculteurs. Un agriculteur au moins doit savoir comment faire un compostage. Et là, nos agriculteurs ne le savent pas. Donc, si on voit notre terre, elle n'est plus productrice. Donc, quels sont les moyens à mettre en place pour rendre la terre plus productrice et donc pouvoir maintenir les hommes? Monsieur Sen l'a évoqué dans son passage. On voit des jeunes qui quittent notre village pour aller dans d'autres villes et faire là-bas du maraîchage. Ils ne font pas pour eux, mais ils sont employés. Ils sont payés, rémunérés à 30 000, voire 50 000 par mois, alors qu'on a cette terre-là chez nous. On a cette possibilité-là de développer cette activité-là chez nous. Donc, je prends l'exemple de Sandiara. Sandiara, ils ont accès à l'eau qui est alimentée par le tuyau des Chinois. Là-bas, ils payent 75 000 et c'est eux qui vont venir. Ils vont te monter des tuyaux d'une distance de 20 mètres. Si ton champ est plus loin, c'est toi qui vas payer le reste. Mais le compteur est autre, c'est eux qui vont amener ça. Donc, tu payes 75 000. Donc, tu as ton champ, tu arroses avec l'eau. Mais nous, on n'a pas ça chez nous. On n'a pas encore accès à cette eau-là. Donc, la société qui est là-bas à Ndiaganiao n'octroie pas des compteurs pour les agriculteurs. Alors que les compteurs qu'on utilise dans notre foyer et les compteurs qu'on utilise dans les champs sont différents. Là-bas, ça marque peu s'il s'agit du maraîchage. Donc, si on avait cette possibilité-là, on pouvait retenir les jeunes. Parce que chez nous, il y a la plupart des jeunes qui n'ont pas de métier, ils pouvaient rester faire ça. Les maçons, on peut comprendre. Eux, ils peuvent travailler en ville parce que la maçonnerie n'est pas trop rentable au village. Donc, les politiques, ils doivent voir comment mettre en place des politiques d'accompagnement de l'agriculture et de l'élevage. Et chez nous aussi, on note qu'il n'y a pas de ferme. Il n'y a pas de ferme. Donc les gens, ils continuent toujours au XXIe siècle à pratiquer cet élevage-là qui est un peu archaïque, où on dépense beaucoup d'énergie, on gagne peu, les vaches meurent pendant la saison des pluies, ou même à cette saison-là que nous sommes, où vraiment l'alimentation pose problème. Donc il faut tout moderniser. Et je reviens sur le fait que tu as souligné l'importance de l'agriculture. Je vais paraphraser les physiocrates qui disent que seule la terre est créatrice de richesses. Elles disent que ils partagent les personnes en trois classes. Il y a les agriculteurs, il y a les propriétaires fonciers, et il y a aussi ceux qui louent la terre. Il dit que toutes les autres classes-là, à part la classe des agriculteurs, toutes les classes sont consommateurs, donc seul l'agriculteur est productrice. Donc nous avons un potentiel de se développer chez nous, faire de telle sorte que l'immigration, même si ça ne s'abolit pas, ça diminue. Donc voilà des moyens à mettre en place donc, pour pouvoir aider les populations. Là où j'aimerais ajouter un tout petit peu, c'est surtout sur le maraîchage. J'ai eu à discuter avec un frère qui fait ça chaque année, mais le problème, c'est un problème. Il a toujours un rendement souvent déficitaire de 2 sacs ou excédentaire de 2 sacs. Donc, il utilise sa force pour pouvoir travailler.
Donc les arrosoirs là qui nous sont souvent. Donc je lui ai demandé, est-ce que vous ne pouvez pas, en quelque sorte, faire de telle sorte que vous pouvez améliorer ça. De telle vous achetez des motopompes, des gouttes à gouttes comme ça, vous pouvez augmenter votre rendement. Mais j'ai remarqué qu'ils veulent, mais c'est qu'ils ne savent pas comment procéder. Donc ils n'ont pas la formation, cette compétence-là, de pouvoir booster le rendement. Donc est-ce qu'il ne serait pas nécessaire que de ce côté-là, parce que je remarque beaucoup de jeunes qui ne partent plus vers d'autres zones, restent et font ce maraîchage-là. Est-ce que ce ne serait pas nécessaire de faire des chances de formation pour ces gens-là? Leur dire que vous pouvez vous organiser de telle sorte que chaque année, vous pouvez booster votre rendement par votre organisation économique. Hein? Vous pouvez acheter des motopompes, vous pouvez acheter des gouttes à gouttes, amplifier votre champ, en même temps avec le système d'engraissage, tout ça. Et je pense que c'est là où je vais interpeller, surtout, non pas les politiques, mais les étudiants qui sont dans les facultés, comme qui font ingénieurs agricoles, tout ça. Donc, il faut que nous aussi, nous étudiants, que nous revenions vers nos frères qui ne sont pas à l'école et qui sont dans certaines activités que nous connaissons. On essaie de leur donner des informations, de les former au moins le minimum qu'on a. Parce que je sais qu'on ne doit pas attendre tout des politiques. On sait que le Sénégal comment ça marche, l'Afrique comment ça marche. On ne peut pas attendre tout de l'État. Et c'est comme ça la marche des choses dans le monde. Par rapport à ces moyens, il peut s'organiser de telle sorte qu'il aura déjà des avancements en attendant le soutien des politiques. Je pense que là aussi, on pourra. Et au-delà, là où j'aimerais intervenir, ce sont les élèves. On remarque que ce sont des élèves. Souvent, ils laissent leurs études pour partir travailler. Pourquoi? Parce qu'à la maison, il n'y a pas quelqu'un qui peut satisfaire les besoins de la famille. Ça, c'est dangereux. Des élèves qui ont le bac, d'autres ont BFM, ils ont un certain niveau, ils laissent les études pour partir. Ça, c'est dangereux pour une population. Donc, on met le discours nécessaire, on met encore les moyens nécessaires pour pouvoir pallier ça. Et venant même, je ne dirais pas des politiques, ce n'est pas un pessimisme de leur côté, mais commençant par la population. Commençons par la population, je pense. Et là, en parlant de la population, je vais parler, comme vous l'avez dit tantôt, de ces ressources humaines-là qui sont ici, qui sont d'origine de la zone Djegem et qui ne reviennent pas pour pouvoir mettre des projets. Je pense qu'après les politiques, ce sont eux. Je dis toujours que la réussite sociale est effective lorsqu'elle intègre un projet social. Mais la réussite personnelle, je pense que ce n'est rien du tout. Il faut que cela intègre un projet social. Comment? Je suis dans mon domaine, par exemple, moi, je suis philosophe. Qu'est-ce que je peux faire pour booster les élèves qui sont en classe de terminale de ce côté? Vous êtes ingénieur en agronomie. Quelles sont les chances que tu peux faire, les projets que tu peux amener au village, de telle sorte que les parents vont en bénéficier, nos frères vont en bénéficier. L'autre, il est politique. Il a la possibilité d'entrer dans le gouvernement, chercher des projets, se battre pour des projets. Et on en a beaucoup dans notre zone. On en a beaucoup de ressources humaines qui pourraient nous permettre de faire ça. Mais bon, je pense que c'est un problème d'organisation qu'ils doivent avoir. Merci beaucoup, Gessène. Nous rappelons toujours que nous sommes en direct sur Djegem TV. Nous remercions l'intervention tout à l'heure de notre économiste, M. Ngom. Il faut véritablement, comme vous l'avez dit, oui, des politiques d'accompagnement, vous avez dit. Des politiques d'accompagnement, et le philosophe est revenu tout à l'heure sur cette nécessité, voyez-vous, de ne pas tout attendre de l'État. Je pense que c'est une affirmation de taille, et il faudrait également que la jeunesse en prenne conscience pour tout simplement savoir que le développement, c'est elle d'abord. Le développement, c'est d'abord la jeunesse avant que ce soit la tâche de l'État. Je vais revenir sur le cas Sandiara et excusez-moi, ce n'est pas pour faire une propagande. Je pense que ce n'est pas pour faire une propagande, mais c'est tout simplement pour apprécier ce que ces élites de Sandiara sont en train de faire pour le décollage de leur zone. Je pense que le cas Sandiara pourrait susciter une importance
pour que tout simplement nos politiques également puissent faire de même. Parce qu'aujourd'hui, si Sandiara a justement le niveau de développement qu'il a, je pense que c'est grâce à ces politiques-là. Non, je ne sais pas, au niveau de la localité, on doit attendre ces politiques de qui? On doit les attendre de qui? Il y a déjà un travail qui se fait à la ajouter, prendre parti, mais il y a le maire qui investit, le pouvoir en place qui investit par l'action des bourses sociales. Mais qu'est-ce qui se passe? Ces bourses, à la limite, c'est pourquoi je pense que, comme l'a dit l'économiste, il faudrait que ces bourses-là, qu'on ne s'arrête pas tout simplement à dire oui, il faut qu'on donne aux ménages quoi, quelque chose à la fin du mois, mais qu'on s'assure tout simplement du suivi. Eh bien, comment cet argent sera-t-il investi, d'accord, pour permettre tout simplement à ces ménages, voyez-vous, de ne plus dépendre éternellement de l'État. D'accord? Je pense que cette question de la participation, elle est très importante parce qu'aujourd'hui, et là, c'est là que je voudrais en venir, la question de l'exode, pour généraliser, c'est devenu un fait. On ne peut pas le nier aussi. On ne peut pas le nier. Ça se passe de manière, comment dirais-je, c'est tout le monde, ce phénomène de l'exode rural, de l'exode en général. Ce n'est pas seulement des populations qui se déplacent vers les campagnes, vers les villes, mais ce sont des échanges très, très intercommunautaires, ce sont des échanges économiques qui se font un peu partout dans le monde. Il faudrait également, nous, qu'on ne dise pas tout simplement qu'il faut que ça cesse, parce que l'exode est un fait. Il faut maintenant, comment dirais-je, assainir le milieu, d'où la nécessité de faire intégrer ces politiques d'accompagnement-là. Le régime en place, comment est-ce que, et j'en viens à l'économiste, quelles sont les mesures qu'il faut véritablement prendre? Économiquement, cet argent-là doit venir d'où, vous pensez? De la commune ou bien d'où? Pour tout simplement permettre à ces ménages d'avoir cet accompagnement-là qui puisse les permettre à l'avenir au moins d'avoir une certaine sécurité économique. Merci Moussa Ndiaye. Pour la collecte de ces fonds, je crois que l'État ne peut pas tout faire. Mais Dieu merci à Ndiaganiao, on peut constater que dans chaque famille, il y a peut-être quelqu'un qui est sorti du lot et qui pouvait par exemple aider ses frères ou ses petits-fils ou ses neveux à investir dans certains domaines. Moi, je prends l'exemple de ceux qui font le maraîchage. Je crois que là, par exemple, la mairie pouvait par exemple acheter des groupes là qu'on utilise pour l'arrosage. Donc même si ce n'est pas gratuit, ils vendent ça à des prix un peu bas. Ils vendent ça à des prix un peu bas. Même si le gars n'a pas la possibilité de payer à l'immédiat, il peut payer donc après les récoltes. Donc il y a ce fait-là. On ne peut pas tout attendre de l'État. Mais l'État aussi, elle est appelée donc à résoudre le problème de la famine, le problème de l'exode rural, parce que lui aussi, il n'est pas arrangé par cet exode rural-là. Merci beaucoup. Donc, l'État a beaucoup à faire, la commune a beaucoup à faire, le philosophe. Également, comment dirais-je, il faudrait que ces politiques-là, à la base, comme vient de le dire M. Ngom, prennent d'abord racine au niveau de cette base qui est l'État. Mais selon vous, c'est là que c'est votre question, ces politiques-là, une fois cette économie en place, eh bien, ce qu'on remarque très souvent, c'est que nous, je ne fais que rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure, nous avons ce complexe-là d'être des travailleurs de la terre. Je pense qu'aujourd'hui, si on a une ressource aujourd'hui, c'est notre terre. Il faut qu'on le sache. Et c'est l'occasion pour dire tout simplement aux autres, les Mbaye Ndour,
qu'il faudrait que vous cultiviez la terre. Il nous faut être des physiocrates. Il le faut. Je pense qu'aujourd'hui, les plus grands du monde, l'économiste, je parle sous le contrôle de l'économiste, les plus grands économistes du monde, et bien évidemment, d'une manière ou d'une autre, leur richesse, donc ils le doivent à la terre, je pense. C'est pourquoi il faudrait véritablement qu'on encourage ces politiques-là, faire comprendre à la jeunesse que la terre, c'est en fait, comment je vais la qualifier, c'est un évaluant économique. Il faudrait que véritablement on exploite cette terre-là. Et pour ne pas simplement, à chaque hivernage, quitter Ndiaganiao pour allier la ville qui, très souvent, et un ami vient juste de me dire que très souvent, ces jeunes-là reviennent bredouilles et que très souvent, ce sont les parents qui sont obligés de subvenir à leurs besoins. Vous voyez, donc du coup, ça devient un complexe. Complexe, je ne sais pas, d'infériorité, complexe, je ne sais pas comment, mais qu'est-ce qu'il faut véritablement pour alimenter comment dirais-je, pour que la jeunesse puisse s'intéresser véritablement à ce travail de la terre et d'une certaine manière être décomplexé. Je pense que vous accentuez ça sur deux axes. Le travail de la terre et le pouvoir de se décomplexer sur ce métier-là. Et c'est un discours qu'on va porter. Je pense que c'est un discours qu'on va porter. Souvent, mon ami Jean-Paul a l'habitude de me dire qu'on lit les bœufs par les cornes et les hommes par la parole. Je pense que tout ce qu'on peut faire, s'il n'y a pas le discours adéquat, on ne pourra pas enlever cela. Bon, ce complexe-là que vous dites par rapport à l'agriculture, je pense que c'est un niveau d'interprétation un peu superficiel de la chose. Parce que si vous prenez, nous sommes en quelque sorte, à l'âge de 7 ans, nous sommes déjà à l'école. Donc, dans notre projet de vie, dans notre ambition, on ambitionne d'être un fonctionnaire, d'être un gars qui travaille plus la terre, qui se sape bien, qui a ses voitures. Donc, on est dans cette illusion de la réussite. Donc, pour moi, ça ne commence pas comme ça. La réussite, c'est un échelonnement. Donc, on dit que souvent, moi, j'ai le bac, je ne peux plus revenir au village pour pouvoir cultiver. Mais la culture de la terre, c'est ce qui tient l'économie mondiale. Vous voyez, est-ce qu'on ne doit pas parler à ces jeunes-là, leur dire que le plus grand, activité aujourd'hui, c'est l'agriculture en quelque sorte, mais industrialisée. Parce que c'est ce qui manque. Nous sommes toujours dans ce même rythme-là qu'avaient nos ancêtres. On ne cultive que pendant l'hivernage. Vous voyez, ça commence à changer. Mais là, cette culture-là qui est vivrière, on ne cultive que pour subsister. Mais on ne cultive pas pour vendre, pour pouvoir au moins satisfaire nos besoins. C'est là pourquoi? Parce que les rendements qu'on a à partir de cette agriculture-là n'est pas suffisant pour pouvoir servir à des tendances économiques. Ce qui fait que donc, le discours qu'on doit porter, c'est de pouvoir dire aux jeunes, la meilleure activité aujourd'hui, l'agriculture fait partie de la meilleure activité aujourd'hui économique. Qu'ils ne sont pas dans cette illusion de comme moi, je suis devenu étudiant, donc je ne vais plus repartir au village cultiver pendant l'hivernage. Ça, ce n'est pas le bon discours. Je pense que si nous arrivons à tenir ce discours, au-delà, qu'on essaie au moins d'industrialiser cela, de changer cela. Qu'au lieu d'avoir 10 champs qu'on va cultiver, alors que ça, on va avoir que 10 sacs, est-ce que ce ne serait pas mieux d'avoir un seul champ où on pourra avoir 20 à 50 sacs par rapport à l'entretien qu'on doit faire, par rapport aux ustensiles qu'on doit utiliser. Donc je pense que la commune, les zones rurales là, doivent changer leur manière de cultiver. Et cela, c'est là où je viendrai je vais terminer avec le fait de ce complexe-là. Nous, on pense que la réussite, c'est inspiré de la réussite occidentale, souvent. Où on pense que ceux qui ne sont pas au village, on pense que sur culture, c'est simplement voué à la pauvreté, la culture. Je suis pauvre, comme les Serero Leno,
Mais non, c'est pas ça le bon discours. Ça fait partie des activités. Mais quand on va le industrialiser, on industrialise ça. Donc le complexe, ça, c'est un niveau d'interprétation. Pourquoi moi, fils de paysan, j'aurais le complexe de cultiver la terre? Ça, c'est un niveau d'interprétation très, très, très superficiel de cela. La culture aujourd'hui, allez en Europe, allez dans les autres zones, et venez ici même à Dakar. Vous verrez que la culture, c'est vraiment une activité économique très rentable. Et je pense que, je ne dirais pas à la limite que c'est un complexe. Parce que les jeunes, souvent, qui quittent Ndiaganiao, ils vont vers d'autres contrées pour pouvoir cultiver là-bas. Ils ne cultivent pas le mine, mais souvent, ils sont dans le maraîchage, tout ça. Mais tout ça, c'est dans la culture, ou de l'agriculture, je pense bien. Donc, c'est simplement un niveau d'interprétation. Donc, c'est le discours et l'accompagnement industriel qui me permettrait au moins de pallier cela, je pense bien. Merci beaucoup, monsieur le philosophe. Je pense que nous sommes à quelques minutes de la fin de cette émission et je vais en profiter pour simplement demander à mes invités un dernier mot. Monsieur l'économiste Mbaye Ngom, si vous aviez un dernier mot pour la jeunesse, pour nous jeunes, pour tout simplement promouvoir ce développement, parce que il faut le rappeler, il le faut véritablement. Il faut que Ndiaganiao se développe, il faut que cette localité soit à l'image de toutes les autres localités, une localité qui puisse véritablement tenir en main son propre développement. Si vous aviez un mot à dire à la jeunesse, quel serait ce mot? Merci Samuel. Mon dernier mot à l'endroit de la jeunesse, c'est de les conscientiser, à savoir qu'est-ce qui les attend et dans quel monde nous sommes. Nous sommes maintenant dans un monde où seul l'investissement peut créer donc la richesse. Donc il faut investir et ne pas attendre d'être employé. Parce que le fait d'être employé, ça, ce sont les capitalistes qui ont instauré dans nos mentalités que être salarié, c'est vraiment être un boss. Alors que ce n'est pas le cas. Donc il faut être autonome. Il faut essayer d'investir, de chercher les moyens, de changer aussi les mentalités. Comme le dit l'économiste français dans sa définition du développement, il dit que le développement, c'est avant tout d'abord la combinaison des changements mentaux d'une population qui la rende apte à faire croître cumulativement et durablement son produit réel global, qui est le PIB. Donc, nous avons besoin de ce changement de mentalité. Et parfois aussi, ici, beaucoup de cadres de Ndiaganiao, en tout cas, je ne sais pas, ils n'osent pas investir au village. Peut-être il y a cette arrière-pensée qu'au village, il y a le vol, il y a la méchanceté. Donc, on a donc cette nécessité de changement de comportement et donc purifier nos cœurs, donc avoir le même souhait qu'on a pour soi, pour les autres. Et donc, l'entraide aussi au village, elle est traditionnelle, elle doit le rester aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Ngom. Le dernier mot du philosophe. Monsieur l'économiste vient juste de dire qu'avec un langage fort, qu'il faut véritablement un changement de mentalité. Un changement de mentalité, tout entre dedans, à mon avis. Oui, le développement, ça commence d'abord dans la mentalité. Le développement, c'est quoi? C'est d'abord d'accepter de jeter le papier plastique après l'avoir utilisé dans une poubelle. Il y a toute une mentalité à révolutionner pour tout simplement la promotion de ce développement-là. Un dernier mot à la jeunesse, monsieur le philosophe? Oui, je dirais que, comme il vient de le dire, c'est absolument ça. Si on ne change pas de mentalité, et ça, ce n'est pas dans la zone, c'est l'Afrique en général. C'est l'Afrique en général qui est ainsi. Donc notre mentalité se limite à l'ego qu'on a de nous-mêmes. Donc cette ouverture à l'autre, le dialogue, on ne promeut pas. Et encore, on ne promeut pas encore l'entrepreneuriat. Vous voyez. Et ça, c'est dû au système éducatif qu'on a. Les jeunes ne sont pas entraînés à entreprendre, mais ils sont entraînés à être entrepris. Vous voyez. Donc nous sommes là, vous voyez. Donc on n'a pas cette culture-là. Donc les jeunes que je vais dire à Ndiaganiao, je dis que la première chose que nous devons faire, nous jeunes, ce que je remarque et ce qui pour moi est un obstacle, c'est entre ceux qui ont appris
et ceux qui n'ont pas appris. Vous voyez, il faut qu'on arrive, nous qui sommes devant la chaîne, nous qui avons étudié, qu'on puisse intégrer nos frères qui sont au village, qu'on puisse intégrer nos frères éleveurs, nos frères agriculteurs. On les tienne le bon discours pour qu'ils puissent changer. Comment changer leur manière de cultiver, changer leur manière d'élever. Donc c'est à nous d'intégrer ces jeunes-là, de les faire l'agriculture ou l'élevage ne se limite plus à la manière dont les gens faisaient ça. Mais il y a un changement, on peut révolutionner. Et encore de plus, on va les aider de regrouper les bagages nécessaires pour ça. Ouais. Donc c'est cet appel-là que je donne aux jeunes, c'est de pouvoir discourir entre eux, dialoguer, parler de développement. Le deuxième appel que je vais donner, c'est en rapport avec cette tendance qu'ont les jeunes aujourd'hui, ce look-là que nous avons, les réseaux sociaux, le thé qui est là-bas, on bavarde avec des trucs qui n'ont pas d'importance. Il faut que nous puissions s'engager pour changer les choses. Et c'est un engagement à vie, parce que la durée de notre vie ne nous permettra pas de changer les choses. Donc c'est un engagement à vie et on va donner cette lutte-là à nos enfants, à nos descendants. Donc il faut qu'on s'engage et on arrête les choses, la loisiveté, tout ça. On a de la compétence dans nos têtes, mais c'est qu'on est très distrait. Donc on ne vise pas en quelque sorte ce qui est l'important, ce qui est essentiel. Vous voyez, donc ce qui nous, c'est aller jouer, aller dans les concerts, rester sur le WhatsApp, tuter, comment dirais-je. Donc des choses qui n'ont pas un avenir. Donc il faut que les jeunes changent et ça contribue au changement de mentalité. Vous voyez, au changement de mentalité que nous avons. L'appel que je va transcender les politiques, va transcender les jeunes, mais il va intégrer nos parents. Il faut que nos parents s'imprègnent de notre situation, qu'ils demandent qu'est-ce qui se passe à l'école, qu'est-ce qui se passe à l'université, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, où sont nos enfants, qu'est-ce qu'ils font. Il faut que nos parents aussi demandent ce genre de choses-là, pour qu'au moins pouvoir nous accompagner. Parce que beaucoup de nos parents aujourd'hui, ils ne savent pas qu'à l'université, quelle est la matière que vous suivez, quels sont les trucs. À l'école, en même temps, les jeunes qui sont près d'eux. Donc il y a ce suivi-là qu'on doit faire par rapport aux jeunes. Donc c'est cet appel-là que j'aimerais entreprendre et rester, je vais tergiverser et monopoliser un peu la parole. Nous allons vers les élections locales. Nous allons vers les élections locales. Vous voyez, donc nos autorités, ils doivent nous appeler au dialogue. Ils doivent nous appeler à la participation des projets qu'ils vont nous donner. Pour qu'au moins chaque projet puisse répondre aux attentes de la population. On ne peut pas être là-bas avec son staff et pouvoir faire un projet avec des gens que tu n'as pas parlé. Je pense qu'il faut intégrer. Vous voyez, la participation n'est pas dire qu'est-ce que vous avez. Non, venez, on va élaborer un projet. Qu'est-ce que vous attendez? Que voulez-vous? Je pense que c'est ce genre de projet-là qui nous permettent au moins de booster la localité. Merci, je vous remercie. Merci beaucoup, M. Mbaye-Ngom, économiste, étudiant à la Faculté des sciences économiques de gestion, invité de cette émission. Merci beaucoup, Seken Sen, étudiant au département de philosophie, invité également de cette émission. Cher public, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Comme vous le savez, qui parlait sur la question de l'exode rural. Je pense que nous avons tiré leçon de ce qui a été ici débattu sur la question de l'exode rural, que véritablement il y a toute une politique à mener. Ndiaganiao est une localité d'avenir qui ne manque pas de potentiel humain, qui peut investir au niveau de la localité. Donc ce message est un message pour l'autorité de Ndiaganiao. Je pense qu'il n'y a pas plus encourageant que ce qui vient d'être ici entendu. Et je pense que la jeunesse est prête. Elle est prête pour vous suivre, pour tout simplement que cette localité-là ne soit pas une localité qui soit en reste. Parce qu'aujourd'hui, le développement est devenu quelque chose de primordial. Il faut que cette jeunesse également participe à ce développement-là. Donc nous remercions également les
le public qui est là. Nous avons avec nous le président de l'ARN. Nous avons également un des membres, le PCS de l'amicale, Bassirou. Nous remercions également celui qui est à la technique. Je pense que si ces messages, comment dirais-je, ce message vous parvient, c'est qu'il y a toute une technique qui est derrière. Il y a une personne qui est derrière et qui facilite, voyez-vous, cette visualisation. Monsieur Mbegane Faye, je pense que c'est quelqu'un qui fait beaucoup sur la question tout simplement de la comment dirais-je, de comment faire passer le message au niveau des différents membres de l'ARN. Monsieur Mbegane, soyez-en vivement remercié. C'était une première. Et justement, on ne manquera pas parce que ici, Djegem TV, c'est quoi? Djegem TV, c'est notre arbre à palabres à nous pour faire parvenir tout simplement tous les messages au niveau, non pas simplement au niveau des autorités, mais tout simplement entre nous jeunes, parce que véritablement, s'il y a un développement à promouvoir, c'est nous qui devons être au cœur de ce développement. Je pense que c'est très important. Merci, chers invités. Merci, Président. Et nous vous attendons très prochainement pour un nouveau numéro de l'œil du jour. Merci beaucoup.